Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le cours entamé et consacré aux espaces ruraux dans le monde. Dans un grand 1, nous avons vu les caractéristiques de ces espaces ruraux, les mutations, les évolutions auxquelles on assiste, avec petit à petit un recul de ces espaces ruraux qui perdent en population de manière globale. Nous avons vu les différents modèles agricoles mis en place et des liens de plus en plus étroits avec les espaces urbains, notamment en ce qui concerne l'étalement urbain. Nous passons tout de suite au grand 2 dont vous notez le titre. Grand 2, des espaces ruraux marqués par la multifonctionnalité, à l'origine de conflits d'usage. Petit a, le développement de nouvelles fonctions économiques dans les espaces ruraux. 3 points de suspension, ces 3 points de suspension que l'on retrouvera pour le grand B. Alors vous notez directement après ce point, le titre du A, que traditionnellement, on associe des fonctions économiques différentes aux espaces ruraux. Bien souvent, les espaces ruraux sont liés à l'agriculture. Si je vous demandais de me citer une activité liée aux espaces ruraux, l'agriculture viendra en premier. Donc, on associe des fonctions économiques différentes aux espaces ruraux, l'agriculture, et urbain. Dans les villes, on parle plutôt d'industrie ou de services. On a donc une séparation traditionnelle. Pourtant, vous notez, de nouvelles fonctions économiques se développent dans les espaces ruraux du monde. Et c'est ce que l'on va voir à présent. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter ces titres. Petit 1, de nouvelles activités liées à l'agriculture et à la ruralité. Donc on va d'abord voir que certes il y a une multifonctionnalité, c'est-à-dire le développement de nouvelles activités, de nouvelles fonctions économiques dans les espaces ruraux, mais que ces nouvelles activités sont d'abord liées à l'agriculture en elle-même, et c'est là qu'on va avoir besoin d'une partie de l'étude de cas sur la Toscane. Alors vous notez que les espaces ruraux sont marqués par des activités que l'on appelle des activités récréatives. Donc il s'agit de divertir les individus. C'est notamment le cas des loisirs ou du tourisme, qui sont parfois en lien avec l'agriculture. Exemple, c'est ce qu'on appelle l'agri ou l'agrotourisme en Toscane. Agri et agrotourisme veulent dire exactement la même chose. C'est une forme de tourisme qui est liée à l'agriculture. Donc nous allons tout de suite corriger le début de la question 1 sur la Toscane. Donc il s'agit de la deuxième partie de l'étude de cas que vous aviez à faire pour jeudi. La question était: en quoi l'agriculture est-elle un atout pour le développement de d'autres activités économiques en Toscane? Vous avez dû voir dans les différents documents que l'on voit apparaître en Toscane une forme de tourisme, donc cet agrotourisme dont je viens un peu de vous parler. Il s'agit en fait de touristes qui viennent dans les fermes, dans les exploitations agricoles, qui sont accueillis par des agriculteurs et qui viennent là dans le but de découvrir l'espace rural de la Toscane. Donc le paysage, bien évidemment, mais il s'agit aussi de découvrir les savoir-faire. Donc vous êtes vraiment en immersion dans une ferme, vous découvrez les travaux de la ferme, par exemple la traite des vaches, vous visitez les champs, les produits que vous consommez également lors de vos repas dans ces fermes sont des produits fabriqués sur place par les agriculteurs. Alors pourquoi aujourd'hui ce tourisme prend de plus en plus d'ampleur? Pour une raison très simple, déjà bon, les citadins, les urbains ont envie de découvrir un espace rural qu'ils ne connaissent que très peu finalement, mais aussi une volonté de la part des consommateurs aujourd'hui de savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment. Vous pouvez donc noter pour la question 1 que l'agriculture de la Toscane est mise en valeur grâce à l'agrotourisme. Les paysages et les produits locaux sont recherchés par les touristes. Produits locaux, dans le cadre de la Toscane, c'est principalement du vin, du fromage, de la charcuterie et tout ce qui est produit lié à l'huile d'olive. Cette activité est un complément de revenus pour les agriculteurs qui accueillent les visiteurs dans d'anciennes fermes reconverties en gîtes ruraux. Donc là, il y a deux idées importantes dans cette dernière phrase. Déjà, il est très important de savoir que lorsque vous faites de l'agrotourisme, vous n'êtes pas accueilli par des personnes pour qui le tourisme, c'est l'essentiel du métier. Au contraire, là, ce sont des agriculteurs.
C'est-à-dire que pour eux, c'est une activité secondaire, mais qui vient compléter leur revenu d'agriculteur. Deuxième idée, vous êtes accueillis dans d'anciennes fermes. Cela permet aux agriculteurs de rénover des fermes qui sont des fois à l'abandon pour en faire des lieux d'accueil pour les touristes. Un point là-dessus, par exemple, aux États-Unis, le fait de développer une activité parallèle, donc là, le tourisme pour les agriculteurs, est une nécessité. Aux États-Unis, on sait que 93% des ménages agricoles combinent l'agriculture avec une autre activité, car la production agricole ne leur suffit pas en tout cas pour vivre correctement. En France, on a exactement le même problème. L'agriculture n'est pas un secteur qui rapporte suffisamment parfois pour vivre. Donc l'agrotourisme est véritablement un complément de revenus nécessaire pour certains. Alors, dans le cas de la Toscane, on peut notamment parler de l'agrotourisme lié au vin, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition de voyages touristiques où vous suivez ce qu'on appelle une route du vin, donc vous visitez des vignobles, des vignes, vous faites des dégustations de vin. Donc voilà un des exemples de produits agricoles mis en valeur par cet agrotourisme en Toscane. Autre exemple que vous n'avez pas besoin de noter, mais pour illustrer un peu cet agrotourisme, une région où aujourd'hui l'agrotourisme se développe beaucoup en France, c'est la Provence, notamment dans le cadre des voyages touristiques de touristes asiatiques. On a des touristes asiatiques qui veulent venir découvrir, se balader, se prendre en photo dans des champs de lavande. Chaque été, on voit sur Instagram un pic du nombre de photos dans ces champs. Donc on a là un exemple d'agrotourisme. L'agrotourisme, il ne faut pas croire que c'est une activité qui se développe uniquement dans les pays développés. On a également un début, et je dis bien un début, d'apparition de l'agrotourisme dans les pays dits des Suds, c'est-à-dire ces pays, rappelez-vous, les pays les moins avancés, les pays intermédiaires, pays émergents et pays pétroliers, avec ici un exemple en Malaisie où on voit des touristes, donc certainement états-uniens ou d'Europe de l'Ouest, qui viennent en excursion dans une rizière. Donc vous pouvez noter, vous rajoutez à la suite de la question 1 sur la Toscane, que l'agrotourisme apparaît aussi dans les pays des Suds. Exemple, découverte des rizières en Malaisie. Alors dans les pays développés, les agriculteurs développent aussi d'autres activités afin de se diversifier. On vient d'en voir une, le tourisme, il y en a une autre, c'est ce qu'on appelle la vente directe aux consommateurs, notamment dans le cadre de l'agriculture biologique. C'est ce qu'on appelle couramment les circuits courts. Vos parents d'ailleurs font peut-être partie de ces circuits où le but c'est d'aller directement chez le producteur, donc chez l'agriculteur, chercher des fruits, des légumes ou encore des produits laitiers ou de la viande. Deuxième élément que vous notez, que pour développer la vente des produits du terroir issus de l'agriculture toscane, donc c'est la suite de la réponse à la question 1, des labels, que l'on appelle les labels AOP et AOC, sont mis en place pour attester de leur origine géographique et de la méthode de production. Dans le cadre de la Toscane, vous notez que c'est le cas pour deux produits en particulier, l'huile d'olive ou le vin. N'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter la trace écrite. Nous avons ici la carte qui recense quelques exemples justement de ces spécialités mises en valeur par des labels qui sont européens. Vous avez par exemple, avec le losange, tous les produits liés à l'olive. Les ronds symbolisent tous les produits qui sont labellisés, c'est-à-dire mis en valeur, dont on reconnaît la qualité, concernant la viande et la charcuterie. Et l'étoile pour les fromages. Donc on voit qu'on a plusieurs produits de différents espaces, de différents territoires de la Toscane qui sont ainsi labellisés et reconnus pour leur grande qualité. Alors un point justement sur ces deux labels, donc là ici vous avez le label que l'on trouve sur les produits qui obtiennent cette reconnaissance, donc l'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire que dans ce cas-là,
on vérifie la façon dont le produit a été fabriqué, c'est-à-dire que pour que le produit obtienne ce label, il doit suivre un certain cahier des charges, des critères de fabrication très stricts et qui attestent de sa qualité. Là, vous avez l'appellation d'origine protégée, donc AOP. Dans ce cas-là, le produit doit venir d'un endroit, par exemple d'un village, pour obtenir ce label. Si le produit est fait en dehors de cet espace, de ce village par exemple, il n'obtient pas ce label de qualité. Donc l'intérêt, c'est que dans les magasins ensuite, on mette en avant davantage les produits labellisés par rapport aux autres. Dans le cas de la Toscane, ce qui est intéressant avec ces labels, c'est que ça va permettre de développer le commerce des produits agricoles de Toscane. Alors à la campagne, je passe au point suivant. À la campagne, vous notez qu'un autre type de tourisme émerge. On en a vu un qui est lié uniquement à l'agriculture. On a un autre type de tourisme qui émerge, c'est ce qu'on appelle le tourisme rural. Cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement d'être accueilli à la ferme, c'est un intérêt de la part des touristes pour l'ensemble de l'espace rural. Ce tourisme, il s'appuie sur deux points. Premier tiret, vous notez d'abord des paysages considérés comme naturels. Et j'insiste sur le fait que ce soit considéré comme naturel. Bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a très peu d'espaces véritablement naturels dans le monde, étant donné que l'homme, l'humanité, a aménagé la quasi-totalité de ces espaces. Et pour autant, lorsque vous êtes citadin et que lorsque vous arrivez dans des espaces ruraux, vous avez l'impression que vous êtes dans des espaces naturels peu touchés, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils sont considérés comme naturels. Exemple, alors vous retirez exemple 2, exemple la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'est un cas particulier puisque le tourisme est en plein boom dans ce pays-là, notamment grâce à la saga Le Seigneur des Anneaux. Le tournage de la saga s'est déroulé en partie sur place, notamment les scènes tournées dans le village de Hobbit, qui se visite aujourd'hui, qui est devenu un parc d'attractions, ce qui a engendré beaucoup de retombées économiques pour les habitants eux-mêmes. D'accord ? Donc ça a permis en fait indirectement, cette saga et le tournage du Seigneur des Anneaux, de mettre en valeur les paysages néo-zélandais. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un tourisme rural en pleine évolution en Nouvelle-Zélande. Ce tourisme rural, il s'appuie également sur des traditions. Donc, deuxième élément qui attire des touristes dans les espaces ruraux, les traditions. Un exemple, ce que l'on appelle la fête de la transhumance dans les Cévennes, en France. Quelques images pour illustrer ça. La fête de la transhumance qui se déroule toujours à peu près en mai-juin, c'est une fête qui vise à marquer le moment où les éleveurs de moutons vont repartir dans les montagnes. Donc, le climat le permet, donc les éleveurs vont pouvoir repartir avec leurs troupeaux. Ça a toujours été le moment de fête traditionnelle dans les villages. Depuis peu, ça devient aussi des fêtes touristiques. Et on le voit assez bien ici avec la photo à droite. Troisième élément qui permet à ce tourisme rural d'émerger et de se développer, c'est le fait qu'on y trouve de grands espaces recherchés pour la pratique de loisirs sportifs. Vous avez beaucoup de touristes aujourd'hui à la recherche de sensations fortes qui partent dans les espaces ruraux où on a justement les espaces nécessaires. C'est le cas, vous notez quelques exemples, pour la randonnée, le VTT, tout ce qui est sport nautique, ou encore la pêche. Exemple, les sports d'hiver dans les Alpes, ou encore le rafting au Japon, mais aussi les littoraux atlantiques. Quelques images pour illustrer ce troisième élément. À gauche, vous avez une photo d'un paysage de la Toscane où l'on a aussi la pratique de sports d'hiver dans les montagnes. À droite, une photo de rafting dans un espace rural au Japon. Alors, ce tourisme rural, donc là pour le moment je vous ai principalement montré des photos et des cas de pays développés,
Mais là aussi, comme pour l'agrotourisme, il commence à se développer de plus en plus depuis les années 2000 dans les pays dits des Suds. Vous en avez un exemple ici de tourisme rural en Indonésie, là lié au sport. Donc on voit que les touristes s'adonnent à un sport, mais profitent également du paysage de l'Indonésie. Vous pouvez donc noter que, bien que récent, le tourisme rural se développe aussi dans les pays des Suds. Cette activité peut être un moyen de développer toute l'économie d'une région, voire d'un pays, en attirant de nouveaux habitants, ainsi qu'en créant des emplois. Donc, principalement dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration ou de l'accueil des touristes, en créant des emplois et des richesses. Parce que bien évidemment, les personnes qui vont être employées dans ce domaine-là vont toucher des revenus et vont donc pouvoir consommer sur place. Tout ça forme un même cercle. Exemple de pays, le Bhoutan. Vous avez ici la photo d'un monastère bouddhiste au Bhoutan. Il faut savoir que le Bhoutan a longtemps été dans la liste des PMA, des pays les moins avancés, donc les pays les plus pauvres du monde. Depuis quelques années, le Bhoutan n'en fait plus partie. Le Bhoutan est passé dans la catégorie des pays intermédiaires, des pays en voie de développement, et ce, grâce au tourisme. Donc voilà, dans ce grand 1, on vient de voir que les espaces ruraux, l'agriculture, présentent des atouts pour développer des activités principalement récréatives. On passe à présent au petit 2, l'économie résidentielle et récréative. Alors, économie résidentielle et récréative, je vais refaire le lien avec ce que l'on a vu dans le grand 1 sur l'étalement urbain et la périurbanisation. Donc ce que je vais dire là concerne essentiellement les pays développés et émergents. Vous notez directement qu'avec la périurbanisation des espaces ruraux, de nouvelles activités se développent pour répondre aux besoins des nouveaux habitants. Je rappelle que les nouveaux habitants qui s'installent dans les espaces ruraux sont appelés les néo-ruraux. Ces activités sont à l'origine de la création d'emplois, et tous ces emplois créés grâce aux néo-ruraux s'appellent l'économie résidentielle. Ça vient tout simplement de résidence, du fait que ces habitants habitent et consomment dans les espaces ruraux. Un schéma pour vous donner à visualiser cette économie résidentielle que vous reproduisez bien évidemment dans votre cahier qui sera à apprendre. Un point là-dessus, dans une RQP en géographie, on attend forcément que vous soyez capable de mobiliser un ou des schémas. Ça peut être un schéma tel qu'on a pu le faire dans le grand 1, donc par exemple avec l'ensemble de la planète, représenter la population rurale suivant les pays, ou ça peut être un schéma comme vous le voyez ici, qui est un schéma fléché. Les deux sont possibles. Alors, si on prend dans le bon sens ce schéma de l'économie résidentielle, donc vous avez la première étape ici, arrivée de nouveaux habitants, les néo-ruraux. Cette arrivée de nouveaux habitants va entraîner, c'est le sens de la flèche, conséquence, de nouveaux besoins créés par ces habitants. Et j'insiste là-dessus, ce sont des besoins qu'il n'y avait pas avant. Il s'agit par exemple de besoins en termes d'habitat, de commerce, de santé, d'éducation ou encore dans les loisirs. Tout simplement, qui dit nouveaux habitants dit qu'il faut les loger, il faut nécessairement avoir des commerces pour qu'ils aient tous les biens de première nécessité, qu'ils soient soignés, qu'ils soient éduqués et qu'ils puissent se divertir. Ces nouveaux besoins vont entraîner, à leur tour, troisième étape, la construction d'infrastructures. On construit des lotissements. On avait vu un exemple la fois dernière. On construit des écoles, des zones commerciales, des complexes sportifs, etc. Et tout ça au détriment des terres agricoles. Car bien évidemment que toutes ces infrastructures dévoreuses d'espace se font au détriment, aux dépens des terres consacrées auparavant à l'agriculture. Cette construction d'infrastructures va entraîner la création d'emplois. Et cette création d'emplois va faire que l'espace rural va devenir de plus en plus attractif et donc on en revient à la première étape, l'arrivée de nouveaux habitants. C'est finalement un cercle plus ou moins vertueux. Donc voilà le schéma de l'économie résidentielle. J'espère qu'il va vous permettre de bien comprendre ce dont il s'agit, que vous serez capable de le reproduire et de l'utiliser à bon escient dans une autre copie. Alors cette économie résidentielle, vous notez juste après que dans les pays développés,
70% des richesses des espaces ruraux les plus dynamiques, donc ceux qui sont proches des villes, sont assurés par l'économie résidentielle. Autrement dit, les 30 derniers pourcents, c'est essentiellement de l'agriculture. Ça prouve bien qu'aujourd'hui, l'agriculture, dans certains espaces ruraux, n'est plus l'activité première. On assiste aussi, dernière idée, à la construction d'infrastructures liées à l'étalement urbain et au manque de place dans les espaces urbains. C'est-à-dire qu'on a des villes aujourd'hui saturées, où il n'est plus possible de construire des usines, où il n'est plus possible de construire des aéroports, et donc on va prendre sur l'espace rural des zones pour aménager ces infrastructures dévoreuses d'espace. C'est le cas des zones commerciales, c'est le cas des aéroports. Je pense que l'aéroport de Beauvais en est l'exemple parfait de ces infrastructures qui prennent la place de terres auparavant agricoles. Donc vous notez, exemple, aéroport de Beauvais. Autre exemple également, si on revient à la Toscane, avec la construction controversée d'un aéroport à la périphérie de Florence. Donc dans ce grand 2, nous venons de voir une deuxième fonction qui se développe dans les espaces ruraux, qui est l'économie résidentielle. On passe à présent au petit 3 avec l'industrie, et l'industrie rurale. Alors l'industrie rurale, vous notez directement que l'industrie est une activité ancienne, d'accord, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, une activité ancienne dans les espaces ruraux, soit en raison d'un savoir-faire traditionnel local, c'est-à-dire que par exemple on peut avoir des agriculteurs, à la fois agriculteurs et ouvriers dans le textile ou la métallurgie. Je peux prendre l'exemple notamment à proximité de Venise, dans la campagne autour de Venise, vous avez des artisans qui travaillent l'or et qui en font des bijoux. Donc on a une industrie qui est des fois très ancienne, qui remonte à plusieurs siècles. Ou bien, c'est lié à une ressource à exploiter. On peut trouver du minerai, par exemple du charbon. On peut exploiter le bois, ou encore des hydrocarbures. Donc on a une activité qui n'est pas nouvelle. Ce développement de l'industrie rurale, il est inégal d'un pays à l'autre. Dans les pays développés, on trouve une industrie qu'on peut caractériser de moderne, donc avec des usines comme on peut en croiser à travers la campagne picarde, une industrie donc moderne et productive, c'est-à-dire qu'elle produit beaucoup. Exemple, c'est l'industrie agroalimentaire liée à la transformation des matières premières agricoles. C'est logique. La campagne est le lieu où l'on produit des matières premières agricoles, c'est aussi le lieu où on les transforme pour en faire des produits transformés à vendre ensuite dans les supermarchés. Exemple ici de l'industrie agroalimentaire, de ce paysage qui apparaît dans les campagnes avec Yoplait. Deuxième tiret, maintenant dans les pays des Suds. Dans les pays des Suds, cette industrie, donc, elle prend plutôt la forme d'un artisanat peu productif et peu mécanisé. Un exemple, c'est l'industrie textile dans les campagnes indiennes. Une photo pour illustrer cette industrie, cet artisanat. Donc vous voyez ici différents habitants des espaces ruraux en Inde. On est dans le Tamil Nadu, avec des hommes, des femmes, mais aussi des enfants qui travaillent, avec des métiers à tisser. L'idée, c'est de produire eux-mêmes finalement les textiles qu'ils portent et en vendre un peu. C'est un artisanat qui n'est pas nouveau, mais c'est un artisanat qui est très peu mécanisé, comme on le voit bien. Dernier élément sur cette industrie rurale, les espaces ruraux peuvent aussi être exploités pour leurs ressources. Certes, il y a la terre pour l'agriculture, mais bien souvent dans les espaces ruraux, on a autre chose. On a notamment les ressources énergétiques. Alors, un exemple avant de noter la trace écrite avec le Canada. Le Canada dont les espaces ruraux offrent beaucoup de ressources de ce point de vue-là. Nous avons par exemple, dans la partie du Canada la plus proche de l'Arctique, la présence de pétrole, donc c'est ce que vous voyez en violet, et de gaz. Mais aussi la présence de nouvelles ressources de plus en plus utilisées dans le cadre de ce qu'on appelle les énergies renouvelables. C'est le cas des ressources
hydroélectriques. C'est-à-dire que vous avez de grands lacs, de grands fleuves ou de grandes rivières sur lesquels on installe des barrages servant à produire de l'électricité. Dans l'espace rural canadien, on trouve aussi des diamants, donc c'est ce que vous avez en jaune, mais également du fer. D'accord? Donc une multiplicité finalement de ressources minières et énergétiques qui peuvent être utilisées et exploitées, et qui le sont de plus en plus dans le cadre du Canada. Donc premier tiret, les ressources énergétiques, que ce soit le pétrole, le gaz ou l'eau. Vous notez aussi que depuis récemment, donc à peu près depuis les années 2000, on développe dans les campagnes ce que l'on appelle les énergies renouvelables. C'est tout ce qui est panneaux photovoltaïques, c'est tout ce qui est éolienne, car elles disposent, les campagnes, de l'espace nécessaire. Forcément, dès lors que vous voulez implanter un champ de panneaux photovoltaïques, dès lors que vous voulez implanter un champ d'éoliennes, il faut beaucoup d'espace, ce qui est impossible en ville. Donc la campagne devient finalement le lieu où elle se développe le plus. Vous notez l'exemple du Canada. Alors pour les énergies renouvelables, s'il y a un pays aujourd'hui qui développe de plus en plus ces énergies, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, où on trouve notamment en Bavière des champs, comme vous le voyez ici sur la photo, avec des panneaux photovoltaïques. Le problème, c'est que bien évidemment, ça pose le problème de comment continuer à faire de l'agriculture dans ces champs. Donc on voit ici que les panneaux photovoltaïques n'empêchent pas toutefois l'élevage de moutons. Deuxième ressource que l'on trouve dans les espaces ruraux, des ressources minières. C'est tout ce qui est diamant, fer ou marbre. Et là, vous notez l'exemple de l'extraction du marbre en Toscane. La photo que vous avez ici est justement l'exemple d'une de ces collines, une de ces montagnes, d'où l'on extrait du marbre que l'on revend ensuite en Europe et dans le monde. Conclusion de ce grand A. Vous notez directement que les espaces ruraux deviennent de plus en plus multifonctionnels. Tout simplement, on vient de le voir, c'est le fait que l'on développe des activités différentes de l'agriculture ou en complément de l'agriculture, qu'on a plus de fonctions dans les espaces ruraux, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité, avec le développement d'activités productives, c'est-à-dire celles où on produit des biens, c'est le cas de l'agriculture ou de l'industrie, résidentielles, on l'a vu avec la périurbanisation, et récréative, c'est tout ce qui est loisirs et tourisme. Les différents acteurs publics. Alors les acteurs publics, pour rappel en géographie, ce sont l'État, ce sont les collectivités, les régions, les départements, les communes. Donc les différents acteurs publics, État, collectivités, encouragent ces aménagements pour réduire les inégalités entre les territoires ruraux et urbains. C'est-à-dire que, on l'a vu dans la première partie du cours en géographie dans l'année, les espaces urbains sont ceux qui concentrent le plus les richesses aujourd'hui, le plus d'emplois. On a vu l'autre jour que la pauvreté, on la trouvait davantage dans les espaces ruraux. Donc dans n'importe quel pays, vous avez des inégalités entre ville et campagne. Le fait de développer de nouvelles fonctions dans les campagnes, c'est pour aider justement à essayer de rattraper ce retard et à faire en sorte que les inégalités entre territoires ruraux, territoires urbains soient moins fortes. Vous rajoutez que dans les pays des Suds, donc les pays en voie de développement, ces nouvelles activités doivent permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Deuxième partie de cette conclusion du grand A, elles, donc quand je dis elles, ce sont ces nouvelles fonctions, ces nouvelles activités, elles sont donc un levier de développement, ou un moyen de développement si vous préférez, pour des espaces ruraux en difficulté, en créant des emplois et des richesses. Toutefois, il faut quand même citer une limite. Toutefois, cette multifonctionnalité concerne essentiellement les campagnes les plus proches des villes. Donc plus la campagne est proche des villes, plus on y développe des activités diverses et variées. Par contre, les espaces ruraux, vous notez, les plus éloignés, restent dominés par l'agriculture. Et ces espaces ruraux les plus éloignés sont aussi ceux qui restent les plus pauvres
et qui perdent le plus d'habitants. Voilà, nous avons terminé le cours du grand A. Quelques termes de vocabulaire pour achever cette capsule vidéo. Donc d'abord le terme d'agrotourisme ou d'agritourisme, encore une fois c'est la même chose, c'est une forme de tourisme liée à l'agriculture. Ensuite, économie résidentielle. Ce sont les activités et les emplois destinés à satisfaire les besoins des populations résidentes sur un territoire. Et enfin, dernier terme, dernière notion, celle de multifonctionnalité, qui est un concept important dans ce cours. Vous en avez deux à bien connaître, le terme de fragmentation et le terme de multifonctionnalité. Pour multifonctionnalité, c'est la diversité des fonctions d'un territoire. Voilà, nous en avons donc terminé avec ce grand A. Je vous envoie dans la suite le cours du grand B. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon courage à vous, bonne journée.